Cela faisait près de 10 ans que je travaillais chez Lumière Numérique, une entreprise de développement logiciel située dans le 11e arrondissement de Paris. J'y avais gravi les échelons jusqu'à devenir responsable des projets stratégiques, celui que l'on consultait pour chaque décision importante. Nos bureaux n'avaient rien d'extraordinaire, un ancien atelier textile transformé en open space, mais j'y avais construit ma carrière, pierre par pierre, avec la sensation d'appartenir à une famille professionnelle. Tout a basculé un mardi matin de novembre, quand Philippe Moreau, notre directeur de toujours, nous a réunis pour nous présenter son remplaçant. Voici Antoine Lefebvre, il prendra la direction à partir de lundi prochain. J'ai toute confiance en ses compétences pour amener l'entreprise vers de nouveaux sommets. Philippe avait prononcé ces mots avec une pointe de tristesse mal dissimulée. Plus tard, autour d'un café, il m'avouerait que les actionnaires avaient forcé sa main, insatisfaits de notre croissance qu'ils jugeaient trop lente. Antoine est arrivé le lundi suivant dans un costume sur mesure qui détonnait avec notre ambiance décontractée. Dès la première réunion d'équipe, j'ai senti que quelque chose ne collerait pas entre nous. À 35 ans, fraîchement, sorti d'une multinationale américaine, il parlait de disruption, d'agilité forcée et de nettoyage structurel. Son regard s'attardait sur moi quand il évoquait les vieilles méthodes qui freinent l'innovation. À 47 ans, je n'étais pas encore un dinosaure, mais dans notre secteur, l'agisme est une réalité quotidienne. Les semaines suivantes ont confirmé mes craintes. Antoine restructurait les équipes sans consulter personne, imposait des méthodes de travail qui nous étaient étrangères et ignorait systématiquement mes suggestions lors des réunions. Je voyais mes collègues se plier peu à peu aux nouvelles règles, certains par peur, d'autres par opportunisme. Claire, ma plus proche alliée depuis des années, a été promue responsable d'une nouvelle équipe d'innovation disruptive et ne déjeunait plus avec moi. Les conversations s'interrompaient quand j'entrais dans la salle de pause. Un jeudi soir, alors que je terminais la documentation d'un projet que j'avais conçu de A à Z, Antoine s'est arrêté devant mon bureau. « Michel, peux-tu passer dans mon bureau demain à 9h? J'aimerais discuter de ton avenir dans l'entreprise. » Son ton faussement détendu ne trompait personne. Dans notre jargon, cette phrase était l'équivalent d'une convocation à l'échafaud. Cette nuit-là, je n'ai pas fermé l'œil. Je repensais à chaque ligne de code écrite, à chaque système mis en place, à notre plateforme de gestion que j'avais développée presque seule et qui faisait tourner l'entreprise. Comment pouvait-on balayer tout ça d'un revers de main? Dans notre appartement du Marais que j'avais acheté grâce à mes années de travail, ma compagne Mathilde dormait paisiblement, ignorant encore la tempête qui s'annonçait. Le lendemain, Antoine ne s'est pas embarrassé de formules de politesse. « Michel, nous devons nous séparer de toi. Ta vision n'est plus alignée avec nos objectifs. Nous te proposons une rupture conventionnelle avec 3 mois de salaire. » Il a poussé vers moi un dossier déjà préparé. « Tu comprends? Nous avons besoin de 109 de gens qui comprennent les enjeux actuels. » J'ai pris le dossier sans l'ouvrir. Quelque chose en moi restait étrangement calme. « Je vais y réfléchir pendant le week-end. » ai-je simplement répondu, ce qui a semblé le surprendre. Il s'attendait probablement à des supplications ou à une colère explosive. En quittant son bureau, j'ai croisé le regard fuyant de Claire. Elle savait. Peut-être même avait-elle participé à la décision. En rangeant mes affaires personnelles, un détail crucial m'est revenu en mémoire. Quelque chose qu'Antoine ne pouvait pas savoir, un élément que même Philippe avait peut-être oublié après toutes ces années. Et pour la première fois, depuis des semaines, un sourire s'est dessiné sur mon visage. De retour dans notre appartement, j'ai sorti une vieille clé du tiroir de mon bureau et je me suis rendu dans la cave de l'immeuble. Sous une pile de cartons poussiéreux se trouvait un coffre métallique que je n'avais pas ouvert depuis des années. À l'intérieur, soigneusement rangés dans une chemise bleue décolorée, des documents jaunis par le temps attendaient patiemment leur heure. « Tu cherches quoi exactement ?» m'a demandé Mathilde en me voyant étaler les papiers sur la table du salon. Professeure de littérature à la Sorbonne, elle avait toujours respecté mon univers professionnel, sans jamais vraiment le comprendre. La preuve que parfois, lire les petits caractères peut sauver une carrière, ai-je répondu en lui tendant un contrat daté d'il y a 8 ans. Quand j'avais développé notre plateforme de gestion intégrée, celle qui gérait désormais tout chez Lumière Numérique, des commandes clients au paie en passant par la comptabilité, Philippe avait insisté pour me faire signer un contrat particulier. « Si jamais il m'arrive quelque chose, Michel, je veux être certain que tu seras protégé », m'avait-il expliqué.
Le document stipulait clairement que j'étais non seulement le créateur du logiciel, mais aussi son propriétaire. Exclusif. L'entreprise en détenait une licence d'utilisation, renouvelable annuellement avec mon accord explicite. Cette clause, enterrée dans un contrat que personne n'avait relu depuis des années, était ma bouée de sauvetage. Ou plutôt, mon arme secrète. Le samedi, j'ai contacté Élodie Bertrand, une avocate spécialisée en propriété intellectuelle que j'avais rencontrée lors d'une conférence. Après avoir examiné les documents dans son cabinet près de l'Opéra, son verdict était sans appel. C'est inattaquable, Michel. Légalement, ils ne peuvent pas utiliser votre système sans votre accord formal. Et cet accord doit être renouvelé. Tiens donc, justement, la semaine prochaine. J'ai passé le reste du week-end à préparer ma stratégie. Non pas pour conserver mon poste, cette histoire m'avait ouvert les yeux sur l'ingratitude de l'entreprise, mais pour négocier un départ à mes conditions. Mathilde m'observait avec un mélange d'inquiétude et d'admiration. « Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu pourrais simplement accepter leur offre et chercher un autre emploi. » « Ce n'est pas une question d'argent, lui ai-je expliqué en préparant notre dîner. C'est une question de principe. J'ai construit cette entreprise autant que Philippe. Sans mon système, ils sont paralysés, et Antoine le découvrira bien assez tôt. Le dimanche soir, j'ai envoyé un email concis à Antoine, lui indiquant que j'acceptais le principe de mon départ, mais que je souhaitais discuter des modalités lundi matin, avant de signer quoi que ce soit. Sa réponse est arrivée presque instantanément. « Parfait, 9 heures dans mon bureau, merci de ta compréhension. » Sa condescendance me fit sourire. Il pensait encore avoir le contrôle de la situation. J'ai passé une nuit étrangement sereine, la première depuis l'arrivée d'Antoine. Au petit matin, Mathilde m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, je suis fière de toi », m'a-t-elle murmuré avant que je ne parte. Le trajet jusqu'au bureau m'a semblé différent ce lundi-là. J'observais Paris s'éveiller avec un regard neuf, les cafetiers qui installaient leurs terrasses, les étudiants qui se pressaient vers leurs cours, les bouquinistes qui déballaient leurs trésors le long de la Seine. Pendant des années, j'avais à peine remarqué cette vie qui pulsait autour de moi, trop absorbé par mon travail, par ma loyauté envers une entreprise qui, finalement, n'en avait que pour sa croissance et ses profits. En arrivant au bureau, j'ai salué comme d'habitude la jeune Amina à l'accueil. Elle m'a répondu avec une sympathie teintée de gêne. La nouvelle de mon départ avait déjà fait le tour. Dans l'open space, quelques collègues m'ont adressé des regards furtifs, vite détournés quand j'y répondais. À 9 heures précises, j'ai frappé à la porte du bureau d'Antoine. Il m'a accueilli avec ce sourire commercial qu'il réservait aux clients importants. Sur son bureau, le dossier de rupture conventionnelle était déjà ouvert, un stylo posé dessus comme une invitation pressante. « Assieds-toi, Michel. Je suis content que tu aies réfléchi à notre proposition. C'est la meilleure solution pour tout le monde. » J'ai sorti calmement de ma sacoche les documents préparés avec Élodie et les ai posés sur son bureau. « Avant de signer quoi que ce soit, Antoine, j'aimerais que tu lises ceci. C'est important pour la suite. » Son expression s'est figée quand il a commencé à parcourir les documents. J'ai vu son visage passer de la surprise à l'incompréhension, puis à une forme de panique qu'il tentait maladroitement de dissimuler. Antoine a relu les documents 3 fois, comme s'il espérait que leur contenu changerait miraculeusement. « Ça ne peut pas être légal », a-t-il finalement lâché, la voix légèrement tremblante. « C'est parfaitement légal », ai-je répondu calmement. « Ces documents ont été rédigés par le service juridique de l'entreprise, signés par Philippe et par le conseil d'administration de l'époque. Tu peux appeler qui tu veux pour vérifier. » Il a décroché son téléphone pour appeler Thomas Garnier, le responsable juridique. Pendant qu'il attendait, je voyais son pied taper nerveusement sous le bureau. Thomas est arrivé quelques minutes plus tard, essoufflé. Son expression s'est décomposée au fur et à mesure qu'il parcourait les documents. « C'est bien notre papier à en-tête de l'époque », a-t-il confirmé avec réticence. « Et les signatures semblent authentiques. » Antoine a congédié Thomas d'un geste brusque et s'est adossé à son fauteuil, cherchant visiblement une parade. « Bon, admettons que ce contrat soit valide. Qu'est-ce que tu veux exactement, Michel ?»« Je ne veux plus travailler ici, » ai-je répondu sincèrement. « Mais je veux que mon travail soit respecté à sa juste valeur. J'ai 3 propositions. » J'ai sorti un autre document de ma sacoche. Première option. Vous me versez une indemnité correspondant à 5 ans de salaire et je vous cède définitivement tous les droits sur le logiciel.
Deuxième option, vous me versez l'indemnité légale de licenciement et nous établissons un contrat de licence annuel pour l'utilisation du logiciel avec des royalties. Troisième option, j'ai marqué une pause. Je révoque simplement l'autorisation d'utiliser mon logiciel et dès demain, l'entreprise devra fonctionner sans lui. Le visage d'Antoine s'est durci. C'est du chantage. Non, c'est une négociation. Le chantage, c'est de pousser quelqu'un vers la sortie après 10 ans de loyaux services en ignorant délibérément sa contribution à l'entreprise. Un silence pesant s'est installé entre nous. Par la fenêtre, je pouvais voir l'agitation habituelle de l'open space, mes collègues qui s'affairaient sur des projets que j'avais initiés pour la plupart. « Je dois en parler au conseil d'administration », a finalement déclaré Antoine. « Bien sûr, mais sache que la licence expire officiellement. Vendredi. Sans renouvellement signé de ma main, le système cessera de fonctionner automatiquement lundi prochain. C'était un petit mécanisme de sécurité que j'avais programmé des années auparavant, presque par jeu, sans jamais penser qu'il me serait vraiment utile. Je suis retourné à mon poste, conscient des regards qui me suivaient. L'effet était étrange. J'étais toujours le même Michel, mais quelque chose avait changé dans ma démarche, dans ma façon d'occuper l'espace. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais libre. À midi, Claire est venue me proposer de déjeuner ensemble, comme avant. J'ai entendu des rumeurs. Antoine est enfermé avec le service juridique depuis 2 heures, m'a-t-elle confié une fois installé à la terrasse du Café des Artisans. Tu étais au courant qu'il voulait me virer ? Lui ai-je demandé directement. Elle a rougi légèrement. Antoine m'en avait parlé, oui. Il m'a dit que c'était nécessaire pour la nouvelle orientation de l'entreprise. Elle a baissé les yeux vers son assiette. J'aurais dû te prévenir, je suis désolé. Je l'ai observé un moment. Claire avait toujours été ambitieuse, mais pas malhonnête. Tu sais ce qui va se passer maintenant ? Elle a secoué la tête. Non, mais tout le monde est nerveux. Antoine a annulé toutes ses réunions de l'après-midi. De retour au bureau, j'ai trouvé une convocation pour une réunion extraordinaire à 16 heures dans la grande salle de conférence. Tous les chefs de service étaient présents, ainsi que 2 membres du conseil d'administration qui s'étaient déplacés spécialement. Antoine se tenait debout, l'air considérablement moins assuré que le matin même. Après discussion avec nos conseillers juridiques et le conseil d'administration, nous avons décidé de revoir notre position concernant Michel Dubois, a-t-il annoncé d'une voix tendue. Son expertise est plus centrale pour notre entreprise que nous ne l'avions initialement évaluée. Des regards surpris se sont échangés autour de la table. Antoine a poursuivi, chaque mot semblant lui coûter un effort considérable. Nous lui proposons donc un nouveau rôle de conseiller technique principal, avec un statut indépendant et un contrat de collaboration à long terme. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi. Dans leurs yeux, je lisais un mélange d'incompréhension et de respect nouveau. Personne ne savait exactement ce qui s'était passé, mais tous comprenaient que l'équilibre du pouvoir venait de basculer. J'étudierai cette proposition avec attention, ai-je simplement répondu. En sortant de la réunion, Jérôme, un jeune développeur talentueux que j'avais toujours soutenu, m'a rattrapé dans le couloir. « Quel que soit ce que tu as fait, Michel, c'était brillant », m'a-t-il chuchoté avec un sourire complice. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ressenti un mélange d'émotions contradictoires. La satisfaction d'avoir renversé la situation se mêlait à une certaine anxiété face à l'inconnu qui s'ouvrait devant moi. Mathilde m'attendait avec impatience, un verre de Bourgogne déjà servi. « Alors ?» a-t-elle demandé, ses yeux scrutant mon visage pour y déceler des indices. Je lui ai tout raconté, l'incrédulité d'Antoine, la réunion d'urgence, la proposition inattendue. Elle m'a écouté attentivement, comme elle savait si bien le faire avec ses étudiants. « Et maintenant, qu'est-ce que tu veux vraiment, Michel ?» m'a-t-elle demandé quand j'ai eu terminé. La question était pertinente. Au fond, que voulais-je? Me venger d'Antoine? Retrouver ma position dans l'entreprise? Ou était-ce l'occasion d'un nouveau départ? Je ne sais pas encore, ai-je admis. Mais pour la première fois depuis longtemps, c'est moi qui décide. Le lendemain, j'ai reçu un email d'Antoine me convoquant pour discuter des détails de la proposition. En arrivant au bureau, j'ai remarqué un changement subtil dans l'atmosphère. Les collègues qui m'évitèrent la veille me saluaient désormais avec un respect renouvelé. Même Antoine, en m'accueillant dans son bureau, avait troqué son arrogance contre une cordialité forcée. « Nous avons préparé une proposition détaillée », a-t-il annoncé en me tendant un document.
Conseiller technique principal, contrat de 3 ans, honoraire mensuel de 12 000 €, propriété intellectuelle partagée sur les développements futurs. J'ai parcouru le document avec attention. Les termes étaient généreux. Financièrement parlant, c'était même mieux que mon ancien salaire. Mais quelque chose me dérangeait. Et si je refuse? Antoine a tenté de masquer son irritation. Nous espérons sincèrement que tu accepteras. Ce serait la solution la plus harmonieuse pour tous. Ce que tu veux dire, c'est que si je refuse, vous devrez soit me racheter le logiciel à prix d'or, soit en développer un nouveau en partant de zéro. Il a hoché la tête avec réticence. Essentiellement, oui. J'ai refermé le dossier. Je vais y réfléchir. J'ai quelques modifications à proposer. Durant les jours suivants, je me suis isolé pour réfléchir à ma décision. J'ai consulté à nouveau Élodie, mon avocate, mais aussi un ami qui avait créé sa propre entreprise après 20 ans de salariat. J'ai passé une soirée entière à discuter avec Mathilde des différentes possibilités qui s'offraient à moi. « Tu pourrais créer ta propre structure », a-t-elle suggéré alors que nous nous promenions le long du canal Saint-Martin. Devenir vraiment indépendant, pas seulement vis-à-vis de Lumière Numérique. L'idée a fait son chemin dans mon esprit. Après tout, je connaissais le secteur, j'avais un réseau, et surtout, j'avais prouvé ma valeur avec ce logiciel que j'avais créé. Le vendredi, j'ai demandé une nouvelle réunion avec Antoine et 2 membres du conseil d'administration. J'y ai présenté ma contre-proposition. Je créerai ma propre entreprise de conseil et de développement logiciel. Lumière Numérique serait mon premier client, avec un contrat de licence exclusif pour mon système actuel, mais je serai libre de développer d'autres projets pour d'autres clients. C'est hors de question, a immédiatement réagi Antoine. Nous ne pouvons pas dépendre d'un prestataire externe pour un système aussi critique. Vous en dépendez déjà, ai-je fait remarquer calmement. La seule différence, c'est que maintenant vous le savez. Bernard Leclerc, le plus ancien membre du conseil d'administration, est intervenu avec l'autorité que lui conférait ses 70 ans et sa réputation d'homme d'affaires avisé. Antoine, Michel a raison. Nous n'avons pas le choix à court terme. Mais, a-t-il ajouté en se tournant vers moi, nous avons besoin de garanties sur la pérennité du service. Nous avons négocié pendant près de 3 heures. J'ai cédé sur certains points. Une période d'exclusivité de 2 ans pendant laquelle je ne développerai pas de système similaire pour des concurrents directs. Un préavis de 6 mois pour toute modification majeure du contrat. En 2007, contrepartie, j'ai obtenu une rémunération conséquente et une liberté totale sur mes autres activités. En sortant de cette réunion, j'ai croisé Claire qui m'attendait dans le couloir. « Tu pars vraiment ?» m'a-t-elle demandé, l'air préoccupé. « Oui et non. Je serai toujours là, mais plus aux mêmes conditions. » Elle a hésité un instant. « Tu sais, quand Antoine est arrivé, il m'a fait comprendre que c'était soit toi, soit moi. Il a dit qu'il ne pouvait garder qu'un responsable senior et que je correspondais mieux à sa vision. Sa confession ne m'a pas surpris autant qu'elle. L'aurait dû quelques jours plus tôt. Antoine avait joué le jeu classique du diviser pour mieux régner. Ce n'est plus son entreprise maintenant, ai-je répondu avec un sourire. Et je pourrais avoir besoin d'une directrice technique talentueuse pour ma nouvelle structure. Les semaines suivantes ont été un tourbillon d'activités. J'ai loué un petit espace dans une pépinière d'entreprise près de la place de la République, engagé un comptable recommandé par Élodie et déposé les statuts de ma nouvelle société, Solutions du Bois. Le nom manquait peut-être d'originalité, mais il affirmait clairement qui était aux commandes désormais. Ma routine a radicalement changé. Au lieu de me précipiter chaque matin vers le métro pour arriver avant 9 heures, je prenais le temps de savourer un café en terrasse, de lire Le Monde, parfois même de m'arrêter à la boulangerie Moreau pour leurs pains au chocolat dont la réputation dépassait largement notre quartier. J'arrivais ensuite à mon bureau vers 10 heures, l'esprit clair et disponible. 2 fois par semaine, je me rendais chez Lumière Numérique pour assurer la maintenance du système et former progressivement une équipe interne à son fonctionnement. Antoine évitait scrupuleusement ces jours-là, se trouvant systématiquement en déplacement ou en réunion externe. Cette situation m'arrangeait parfaitement. Claire m'avait finalement rejoint après un mois de réflexion. Antoine est devenu insupportable, m'avait-elle expliqué lors de notre première réunion de travail. Il surveille tout le monde, soupçonne. Des complots ? Exige des rapports quotidiens. L'ambiance est devenue toxique. Sa décision de me rejoindre avait provoqué une mini-révolution. Jérôme et 2 autres développeurs talentueux
avait un suivi attiré par les conditions de travail plus souples que je proposais et par la perspective de projets innovants sans la pression constante des objectifs commerciaux à court terme. Un mardi matin de janvier, alors que je discutais avec Claire de l'architecture d'un nouveau projet, mon téléphone a sonné. C'était Bernard Leclerc. « Michel, j'aimerais te voir. Pas à propos du contrat, c'est personnel. Tu serais libre. Pour déjeuner ?» Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie discrète du quartier des affaires. Bernard, habituellement 6 mètres de lui-même dans les réunions du conseil, semblait préoccupé. « Antoine a présenté sa démission hier », a-t-il annoncé, après que nous ayons commandé. Officiellement, il a reçu une offre exceptionnelle qu'il ne pouvait pas refuser. Officieusement, le conseil n'était plus satisfait de sa gestion. Depuis ton départ, nous avons perdu 3 clients majeurs et l'ambiance s'est considérablement dégradée. J'ai écouté sans commenter, me demandant où il voulait en venir. Le conseil m'a demandé de t'approcher pour savoir si tu serais intéressé par le poste. Sa proposition m'a laissé sans voix. Revenir diriger l'entreprise que j'avais quittée 3 mois plus tôt. L'ironie était presque trop parfaite. Je suis flatté, Bernard, mais j'ai créé ma propre structure maintenant. Je ne peux pas abandonner mes collaborateurs. Il a hoché la tête comme s'il s'attendait à cette réponse. Je comprends, mais réfléchis-y quand même. Nous pourrions envisager une fusion, intégrer ton équipe. Le reste du déjeuner s'est déroulé dans une ambiance plus légère, évoquant des souvenirs de l'entreprise d'avant Antoine, des projets réussis, des moments partagés. En rentrant à mon bureau, j'ai trouvé Claire et Jérôme en pleine discussion technique, penchés sur un écran rempli de lignes de code. Cette scène m'a rappelé mes débuts chez Lumière Numérique, cette même énergie créative, cette passion du travail bien fait. « Tout va bien ?» m'a demandé Claire en remarquant mon air pensif. « On m'a proposé de revenir diriger Lumière Numérique », ai-je répondu, encore surpris par cette tournure des événements. Leurs réactions ont été révélatrices. Jérôme a immédiatement affiché une expression inquiète, craignant sans doute de perdre ce nouvel environnement de travail qu'il appréciait tant. Claire, elle, m'a observé attentivement, essayant de lire dans mes pensées. « Tu vas accepter ?» J'ai secoué la tête. « Non, ce serait comme revenir en arrière. Nous construisons quelque chose de nouveau ici, quelque chose qui nous ressemble. » Ce soir-là, en discutant avec Mathilde de la proposition de Bernard, elle m'a fait remarquer un détail que je n'avais pas encore pleinement réalisé. « Tu parles différemment de ton travail maintenant », a-t-elle observé alors que nous préparions le dîner ensemble. « Avant, c'était toujours « je dois »,« il faut que je ». Maintenant, c'est « nous créons »,« nous développons ». Elle avait raison. Je n'étais plus seul à porter mes projets. Cette équipe que nous formions désormais partageait non seulement le travail, mais aussi une vision commune. Dans les jours qui ont suivi, j'ai repensé à la proposition de Bernard, sous différents angles. Revenir en position de force avait quelque chose de séduisant, une revanche complète sur Antoine. Mais chaque matin, en arrivant dans nos bureaux lumineux, en observant l'énergie de mon équipe, je savais que ma place était ici, dans ce nouveau chapitre que nous écrivions ensemble. 1 an s'est écoulé depuis ma confrontation avec Antoine. Notre petite entreprise s'est développée à un rythme que je n'aurais jamais osé espérer. Nous comptions désormais 12 employés, un mélange de jeunes talents fraîchement sortis des écoles d'informatique et de professionnels expérimentés en quête de sens dans leur travail. Nous avions déménagé dans des locaux plus spacieux, près du parc des Buttes Chaumont. Un ancien atelier d'artistes transformé en espace de travail collaboratif avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer la lumière naturelle et une terrasse où nous nous retrouvions pour déjeuner les jours. De beau temps. L'antithèse des bureaux aseptisés de Lumière Numérique. Ce matin-là, j'animais notre réunion hebdomadaire quand Claire m'a fait un signe discret, me montrant son téléphone. Un message de Sarah, la nouvelle directrice de Lumière Numérique, qui avait finalement remplacé Antoine. Urgent, problème majeur sur le système, besoin d'intervention immédiate. J'ai confié la suite de la réunion à Claire et me suis rendu dans mon ancien bureau. En entrant dans le bâtiment, j'ai été frappé par les changements. Les murs avaient été repeints, l'agencement modifié, mais surtout, l'atmosphère semblait plus détendue. Les employés discutaient librement. Certains travaillaient dans des positions improbables, une tasse de thé à la main. Le règne rigide d'Antoine avait définitivement pris fin. Sarah m'a accueilli dans ce qui était, autrefois le bureau d'Antoine, maintenant transformé en espace lumineux et accueillant, décoré de plantes vertes et d'œuvres d'art locales. « Merci d'être venu si vite », m'a-t-elle dit en me serrant la main.
Nous avons un problème avec le module de facturation. Depuis ce matin, impossible d'émettre la moindre facture. Nous avons travaillé ensemble pendant 2 heures pour identifier l'origine du problème. Une mise à jour automatique qui avait créé un conflit avec certains paramètres personnalisés. Rien de catastrophique, mais suffisamment complexe pour nécessiter mon expertise. Tu sais, a commenté Sarah pendant que mon programme de diagnostic s'exécutait, quand j'ai accepté ce poste, Bernard m'a raconté toute l'histoire avec Antoine. Il m'a fait promettre de ne jamais sous-estimer la valeur des personnes qui ont construit cette entreprise. J'ai souri. Bernard est un homme sage. Il est plus que ça. Il a complètement réorienté la politique de l'entreprise après le départ d'Antoine. Maintenant, nous valorisons l'expertise et l'ancienneté autant que l'innovation. Elle a fait une pause. D'ailleurs, nous avons un projet de refonte complète du système d'information pour l'année prochaine. Ta société serait-elle intéressée? Sur le chemin du retour, j'ai fait un détour par le jardin du Luxembourg. Les premiers jours du printemps réchauffaient Paris, et les Parisiens en profitaient pleinement, assis autour du grand bassin ou simplement allongés sur l'herbe dans les zones autorisées. J'ai trouvé un banc libre et j'ai appelé Mathilde. « Comment va notre futur entrepreneur ?» m'a-t-elle demandé avec tendresse. Depuis 2 mois, nous attendions notre premier enfant, une petite fille qui devait naître en août. Je reviens. De lumière numérique, lui ai-je raconté. Ils veulent nous confier un projet majeur. Et comment tu te sens par rapport à ça? J'ai réfléchi un instant, observant un groupe d'enfants qui jouaient avec des bateaux miniatures sur le bassin. Étrangement serein. Il y a 1 an, j'aurais peut-être ressenti de la rancœur ou de la satisfaction à les voir revenir vers moi. Maintenant, c'est juste un client potentiel comme un autre. Elle a ri doucement. Tu as parcouru beaucoup de chemin, Michel Dubois. En effet, le licenciement qui m'avait semblé être une catastrophe s'était transformé en une libération. La trahison professionnelle m'avait poussé à créer quelque chose qui me ressemblait vraiment. Ma colère initiale contre Antoine s'était dissipée, remplacée par une forme de gratitude ironique pour le rôle involontaire qu'il avait joué dans ma renaissance professionnelle. De retour au bureau, j'ai trouvé l'équipe en pleine effervescence. Jérôme venait de signer notre premier client international, une start-up berlinoise qui avait besoin d'un système de gestion sur mesure. On va devoir embaucher, m'a informé Claire, et peut-être même ouvrir un bureau à Berlin, si d'autres clients allemands suivent. Ces perspectives d'expansion m'auraient angoissé autrefois. Aujourd'hui, elles m'enthousiasmaient. Nous grandissions à notre rythme selon nos valeurs, sans la pression d'actionnaires avides de rendements immédiats. Le soir venu, en rentrant, dans notre appartement désormais trop petit pour nos projets familiaux, et que nous allions bientôt quitter pour une maison en banlieue, j'ai trouvé un email de Bernard Leclerc dans ma boîte de réception personnelle. « Michel, tu avais raison de suivre ton propre chemin. Le conseil vient d'approuver le projet de collaboration avec ta société. Sarah te contactera pour les détails. À titre personnel, je tiens à te remercier. Ta décision courageuse a finalement sauvé 2 entreprises au lieu d'1. Amicalement, Bernard. » J'ai souri en fermant mon ordinateur. La roue avait tourné, mais pas comme je l'aurais imaginé. Ce n'était pas une revanche que j'avais obtenue, mais quelque chose de bien plus précieux. La liberté de créer, à mes conditions, entouré de personnes partageant ma vision. En rejoignant Mathilde qui lisait tranquillement dans notre salon, j'ai réalisé que la plus grande victoire n'était pas d'avoir fait plier une entreprise ou d'avoir prouvé ma valeur. C'était d'avoir transformé une crise en opportunité. Une fin en commencement. « À quoi tu penses ?» m'a demandé Mathilde en posant son livre. « Je pense que parfois il faut savoir perdre pour vraiment gagner. »